Bonjour, nous vous remercions pour votre participation à ce premier webinaire qui concerne l'information collective à destination des maîtres d'apprentissage et bien évidemment des entreprises. Le CFA régional accueille aujourd'hui 2200 apprentis dans les sites de formation qui sont répartis sur l'ensemble de la région PACA, soit 11 sites de formation. Pour ce premier webinaire, dont nous vous proposons une séance en 3 temps, un aspect juridique, bien évidemment, un aspect pédagogique et un aspect qualité. Donc, voilà. Emmanuel, je te laisse te présenter. Finalement, c'est en individuellement. Oui. Emmanuel Navarro, je suis juriste au CFA régional et j'ai l'habitude de participer aux réunions de maîtres d'apprentissage qui se déroulent sur les établissements, sur les unités de formation. Et donc, je vous ferai une petite présentation juridique de ce qu'implique d'avoir un apprenti. Jean-François. Bonjour, Jean-François Brice. Donc, je suis responsable pédagogique et en même temps aussi administrateur du logiciel Ipareo dont on parlera tout à l'heure. Et Rénal Calafin, référent qualité régionale. Donc, nous allons débuter cette séance. Alors. Oui, c'est bon. Donc, c'est moi qui débute. Et je vais essayer de répondre synthétiquement à la question, être employeur, c'est quoi? OK? Voilà, puisqu'en fait, souvent, on a des questions sur qu'est-ce que être employeur d'apprenti, quelles sont les implications. En fait, la plupart des implications sont liées au fait d'être employeur de main-d'œuvre et pas tant d'être employeur d'apprentis. Donc, avant de rentrer plus avant, je voulais vous faire un topo sur qu'est-ce que c'est qu'être employeur, puisqu'on a la particularité d'avoir un tissu professionnel qui fait qu'on a aussi bien des très grandes entreprises qui maîtrisent parfaitement ce qu'est être un employeur que des toutes petites structures où l'apprenti est le premier employeur. Donc, comme le PowerPoint insiste, je vais vous le dire, et ça peut paraître évident, mais je vous assure que ça n'est pas. J'avais encore hier des gens j'avais encore hier des problèmes avec un employeur. Être employeur, c'est remettre une fiche de paye tous les mois à son salarié. Alors, bien sûr on paye la fiche de paye, on paye la paye, justement, pardon. Mais par contre, on doit également s'assurer de remettre une fiche de paye mensuellement au moment de la paye. Et on a encore beaucoup d'employeurs qui s'affranchissent de cette obligation et ça vous met dans des situations compliquées, notamment à la fin du contrat, parce que c'est souvent révélateur aussi d'un problème administratif dans votre structure. Donc oui, même si c'est un petit salaire, même si le salaire est assuré et que vous avez l'impression d'avoir fait le nécessaire, vous devez fournir une fiche de paie. Donc, dans la même veine, tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture santé collective, qu'on appelle une mutuelle. Et donc, cette mutuelle doit être proposée à tous ses salariés, y compris les apprentis. Donc, si vous n'avez comme seul salarié qu'un apprenti, vous devez mettre en place cette couverture santé collective. Donc, je vous rappelle que vous pouvez la rendre obligatoire à tous vos salariés. Le seul cas d'exonération qu'on peut rencontrer, c'est un apprenti dont la cotisation équivaudrait à 10% de son salaire, pourrait vous demander par écrit d'en être dispensé. Donc oui, quand on a des employés, et y compris quand on n'a que des apprentis, on doit proposer une mutuelle. Dans la même veine, Reynald, pareil, c'est un salarié, donc vous devez vous référer notamment à votre convention collective pour savoir ce qu'il en est des paniers repas. Donc, les MG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le minimum garanti. Et tout ça va relever de votre convention collective. Il est très rare, et j'insiste là-dessus, que les conventions collectives excluent des dispositifs les apprentis. Ça peut arriver, rien n'est dans le marbre, mais c'est assez rare. Donc, en général, si vous versez des paniers repas et des MG à vos autres employés, il y a des grandes chances pour que vous deviez aussi le faire pour vos apprentis. Mais je vous renvoie à votre convention collective.
Alors, toujours dans le même esprit, à partir du moment que vous avez un apprenti, et pour certains d'entre vous, je le répète, c'est votre premier salarié, voire votre seul salarié, vous êtes dans l'obligation d'avoir un DUER, donc un document unique d'évaluation des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir évalué les risques dans votre entreprise, dans votre activité bien propre. Et c'est pas, on peut pas emprunter le DUER d'un collègue qui aurait la même activité parce que ça va vraiment être lié à vos dispositifs. Donc, le DUER existe depuis 2001. Il est obligatoire dès le premier salarié qui peut être un apprenti, je vous rappelle. Il doit être mis à jour au moins une fois par an. Mais qui dit document unique, ça vous parle peut-être pas le document unique, mais il y a quelque chose qui va forcément vous parler, c'est les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne, je vous l'annonce. Le document unique va lister tous les risques dans votre entreprise, va les évaluer. L'objectif, ça va être d'éliminer tous les risques que l'on peut supprimer ou de mettre en place des équipements collectifs. Par exemple, il y a un escalier, vous mettez une rambarde de protection, c'est une protection collective pour éviter qu'il y ait une chute. Pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas mettre de rambarde, vous pouvez interdire l'accès à cet escalier. Donc là, vous supprimez le risque. Si vous ne pouvez pas supprimer le risque et que vous ne pouvez pas mettre en place un équipement collectif, vous allez alors avoir recours, en dernier recours, j'insiste là-dessus, sur un équipement de protection individuelle. Dans notre cas, ce serait un harnais pour être sûr qu'il ne tombe pas de l'escalier. Donc, toujours dans cet exemple-là, vous avez bien compris que les EPI qui sont nécessaires dans un cas ne le sont pas dans l'autre. Donc, comme le document unique est propre à chaque entreprise, les EPI sont adaptés aux risques détectés dans cette entreprise. Donc, c'est une obligation de l'employeur que de fournir les EPI adaptés et adéquats et de s'assurer de leur état et éventuellement de procéder au changement. Donc, on a beaucoup d'apprentis encore aujourd'hui qui payent eux-mêmes, notamment leurs chaussures de sécurité, légalement. C'est une faute que commet l'employeur. Juste un petit aparté là-dessus. C'est vrai que vous avez l'obligation de fournir les EPI. C'est vrai aussi que vous avez l'obligation de résultat en matière de sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez sanctionner les employés et donc les apprentis qui ne respecteraient pas vos mesures de sécurité. Un jeune ou un moins jeune d'ailleurs qui ne porte pas les chaussures de sécurité, vous pouvez le sanctionner. Ça pourrait aller, si ça se répétait, jusqu'à un licenciement. Et donc, c'est pour ça que vous allez souvent avoir un échange avec nos unités de formation où on vous signale que les travaux pratiques n'ont pas pu être réalisés parce que votre apprenti n'était pas équipé correctement, n'avait pas notamment les chaussures de sécurité. C'est de votre responsabilité dans ces cas-là que de relever la faute et peut-être d'aller jusqu'à la sanction. Vas-y. Toujours dans l'obligation de sécurité, à partir du moment que vous avez un salarié, qui peut être donc un apprenti, vous devez vous assurer que votre matériel est conforme aux dernières normes et vous avez plusieurs obligations, notamment le contrôle électrique qui doit s'effectuer minimum tous les 2 ans. Donc, je vous encourage à vous rapprocher notamment de vos chambres consulaires si c'est votre premier salarié, de la MSA pour ceux qui relèvent de la MSA ou de la sécurité sociale. Ils font souvent des accompagnements, notamment de contrôle et de mise aux normes. J'insiste sur le matériel conforme. Souvent, quand on est en patron, on est à son compte, on a plein de machines qui fonctionnent très bien depuis très longtemps et qu'on connaît parfaitement. Ça pose aucun souci pour le patron que vous êtes. Par contre, vos salariés ne pourront toucher ces machines que dans le respect des règles de conformité. Donc, vous pouvez très bien avoir des machines que vous utilisez qui sont non conformes et donc qui ne pourront pas être mises à disposition de vos salariés et donc de votre apprenti. Voilà ce que je vous disais un peu plus tôt sur le pouvoir disciplinaire. Le contrat d'apprentissage, c'est avant tout un contrat de travail et vous l'aurez remarqué, il n'est signé que par vous et votre apprenti, éventuellement le représentant légal. Mais nous ne signons pas, le CFA ne signe pas ce contrat. Ça n'est pas un contrat tripartite, c'est bien un contrat entre vous et votre apprenti, et donc c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire. Et la particularité de l'apprentissage, sans rentrer sur la pédagogie, c'est bien que
quand il est en formation, il est aussi au travail. Donc, quand il est sur son site de formation, d'abord, c'est du temps de travail, donc c'est votre temps à vous, et donc, c'est votre responsabilité à vous. Et vous allez avoir des échanges, notamment avec les unités de formation, pour vous signaler des comportements inadéquats ou des situations compliquées. Et on vous les signale parce que c'est aussi à vous d'exercer le pouvoir disciplinaire dans le cadre du droit commun, hein, puisque en matière de discipline, vous appliquez les mêmes règles que pour un autre salarié, et c'est vous qui pouvez éventuellement sanctionner d'un blâme, d'un avertissement, d'une mise à pied, et que sais-je encore. Donc, c'est important parce que dans vos échanges avec les unités de formation, avec la pédagogie, vous allez souvent être confronté à ça. Ça va être à vous de sanctionner. Et notamment, je fais un petit aparté aussi sur les absences. Vous avez souvent des jeunes qui vont être absents parce que ils ont quitté l'école, c'est pas pour y retourner, donc ils vont être absents en formation. Et on a souvent des employeurs qui nous disent mais moi j'ai pas de souci en entreprise, donc je vais pas aller pinailler pour quelques heures parce que souvent c'est des petits salaires et c'est plus compliqué pour moi de déduire les heures que de laisser passer sur le salaire. Sauf que le message que vous envoyez, c'est quand tu vas pas en formation, c'est pas grave. Alors déjà, quand vous envoyez un de vos salariés quelque part, c'est bien qu'il y aille, donc c'est pas le bon message. Mais souvent, au terme des 2 voire 3 ans de contrat qui vous lie avec lui, d'avoir laissé cette faille fait que vous allez vous retrouver parfois avec des jeunes qui vont aller un peu plus loin et qui vont finir par être en retard sur vos chantiers ou voire s'absenter sans justification. Et vous allez revenir vers nous en nous disant mais qu'est-ce que je peux faire ? Moi, maintenant, je voudrais sanctionner toutes les heures d'absence qu'il a depuis 2 ans. Sauf que ça n'est pas possible. Les absences, vous devez les sanctionner, vous les retirer mois par mois. Vous ne pouvez pas retirer 1 an d'absence parce que vous avez changé d'avis. Donc, faites attention. Souvent, la première absence injustifiée est l'occasion de recadrer l'apprenti et d'éviter une dérive qui vous pèsera et qui pèsera sur votre activité plus tard. Voilà. Et donc, être employeur, j'insiste là-dessus, c'est réaliser tous les mois la DSN. Donc, la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. Pour les plus anciens d'entre nous, c'est le descendant direct de la DATSU. Et en fait, c'est dans un souci de simplification, maintenant, il n'y a plus qu'une seule déclaration mensuelle à faire. Cette déclaration va permettre de calculer vos cotisations sociales, mais également d'informer tous les organismes sociaux du statut de votre employé. Et j'insiste, tous les organismes sociaux. La difficulté, et pour ceux qui sont auprès de la MSA, il y a un service qui aide, mais la difficulté, c'est bien que la DSN, c'est un logiciel, ça se fait de manière informatisée. Donc, dans l'absolu, vous devez avoir recours à un comptable ou je sais que la MSA met à disposition certains logiciels, mais on ne peut pas se contenter d'une comptabilité papier quand on a un salarié. À un moment, il faut une bascule sur du dématérialisé sur la DSN. C'est vraiment une obligation légale qui va avoir des conséquences, vous verrez plus tard, aussi sur les aides que vous pouvez avoir en tant qu'employeur d'apprentis, parce que si vous ne mettez pas en place cette DSN, vous ne pourrez pas toucher les différentes aides et vous aurez notamment des soucis sur les soldes de tout compte quand le contrat sera terminé, puisqu'il faudra également, pouvoir donner le solde, les cotisations et ainsi de suite. Et je rajoute, puisque j'en ai discuté lors de la dernière réunion avec les maîtres d'apprentissage, que également au moment de l'embauche, vous avez fait une déclaration préalable à l'embauche, une DPAE, donc c'est un peu tard maintenant, mais je préfère le redire, et que vous avez forcément prévu, comme pour tout salarié, une visite médicale pour votre employé et encore plus renforcée lorsqu'il est mineur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui. Alors, je te coupe 2 secondes. J'ai une question. Je fais le bulletin de mon apprenti sur TESA+. Le DSN se fait-il automatiquement? Alors, je ne vous le garantis pas, mais il me semble que quand vous relevez de TESA, c'est fait. Mais par contre, je vérifierai, je vous donnerai, si vous le permettez, je vous donnerai la réponse plus tard, mais il me semble que oui. Autre question, où se fait la DSN lorsqu'on utilise TESA+, sur le site de la MSA? Aucune idée. Ça, franchement, j'irai voir, mais je ne peux pas vous répondre du tac au tac. Par contre, je vous redonnerai l'information. Ok. C'est bon? Alors, je voulais quand même faire un focus. Vas-y, il faut que tu passes au suivant. Reprends le partage. En haut, tu as une petite flèche. Oui. Non, à côté.
Voilà. T'as personne qui nous a rejoint entre-temps, hein? Voilà. À partir de la diapositive actuelle. Voilà. Et tu fais, maintenant, c'est bon, tu fais suivant. Voilà. Donc, je voulais quand même faire un focus sur l'apprenti mineur, puisqu'effectivement, il n'y a pas de grande différence pour un salarié. Il y a bien des différences pour les salariés mineurs, encore une fois. Tout va bien? Oui, oui, oui. Ouais. La minorité, c'est un statut particulier. Donc, vous accueillez des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Et donc, on a un statut particulier, c'est-à-dire rénal. La première chose, c'est de bien enregistrer qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires possibles, sauf, et je précise bien, sauf dans le cadre où si vous êtes une entreprise de paysage, puisque la nouvelle loi a prévu que pour les chantiers de travaux paysagers, on pouvait avoir 5 heures supplémentaires par semaine, à condition que ce soit le statut de tous les autres salariés. Hormis ce cas spécifique, c'est-à-dire des chantiers de travaux paysagers, il n'y a pas d'heures supplémentaires possibles sans l'accord préalable de l'inspection du travail et un avis médical. Les mineurs ne peuvent pas réaliser d'heures supplémentaires, ce qui posait un réel problème, notamment chez nous, en travaux paysagers, où on part le matin avec le camion et on rentre le soir. Et c'est pour ça que le gouvernement a entendu cette exception en disant, OK, quand on est dans des situations de chantier, c'est-à-dire qu'on part le matin, on rentre le soir, et si tous les autres salariés sont soumis à cette organisation, on peut inclure l'apprenti. Mais si vous ne travaillez pas dans une entreprise paysagère, il faut l'accord préalable de l'inspection du travail et l'avis du médical. Autant vous dire que vous ne faites pas faire d'heures supplémentaires à un mineur. Et donc, vous ne les payez pas. Vous ne les affichez pas sur les heures de paye, les fiches de paye, puisque vous ne les faites pas. De la même façon, quand vous avez un apprenti mineur ou salarié mineur, je devrais dire, parce que ce n'est pas le statut d'apprenti, là, c'est bien la minorité qui va déclencher ça. Vous devez, et vous avez dû, si c'est votre cas, faire une déclaration machine dangereuse auprès de l'inspection du travail. Donc, en fait, il y a certaines activités qui, selon la loi, portent atteinte à la moralité ou portent en eux un risque de santé, de sécurité élevé. Et donc, dans ces cas-là, pour les jeunes travailleurs entre 15 et 18 ans, il faut que vous, dans un premier temps, vous déclariez les machines dangereuses, donc les activités, qui relèvent de ces machines dangereuses auprès de l'inspection du travail. Et dans un deuxième temps, quand vous accueillez un apprenti, vous conservez par devers vous les éléments concernant ce jeune. Merci. Donc, un apprenti, c'est 2 jours de repos hebdomadaire. Ça inclut le dimanche, hein, puisque nous, on n'a pas, de manière générale, sauf exception, mais on n'a pas de métier qui inclut, on n'est pas dans l'hôtellerie, hein. Donc, sauf exception, il y a forcément le dimanche, et c'est 2 jours de repos hebdomadaire et 12 heures de repos journalier. Donc, 12 heures entre quand j'ai lâché mon service et quand je reprends mon service. Je vous rappelle que pour un salarié lambda, le repos hebdomadaire est de 35 heures et que le repos journalier est de 11 heures. Et enfin, là, il n'y a pas d'exception, sauf dans certains métiers dont nous ne relèvons pas. Un jour férié pour un apprenti est un jour chômé. Vous comprenez bien que ce n'est pas forcément le cas pour les salariés lambda, majeurs, mais pour un salarié mineur, un jour férié est un jour chômé, c'est-à-dire que si c'est un jour férié, l'apprenti ne travaille pas. Il n'y a pas d'exception, pas chez nous. Encore une fois, on n'est pas dans l'hôtellerie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les apprentis mineurs? Non, pour l'instant, non. C'est parce que j'ai été claire. Allez, on oui. continue. Donc ensuite, je vous fais un focus sur l'aide aux employeurs d'apprentis. Donc, d'abord, on rappelle le cadre normal, 4 000 € la première année, 2 000 la deuxième, c'est versé mensuellement et ça ne concerne que les diplômes en dessous du bac. Aujourd'hui, on est dans le cadre du plan de relance. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes en pleine pandémie. Donc, le gouvernement, dans le cadre de ce plan de relance, a prévu que la première année d'aide serait passée à 5 000 € pour un apprenti mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur et concernerait tous les apprentis pour la première année, y compris au-delà du bac. Donc, si vous êtes chez nous et que vous avez des apprentis BTS, vous toucherez la première année de contrat, et uniquement la première année de contrat, je précise, en 5 000 ou 8 000 € de prime.
Donc là, on vous a fait un petit focus sur comment se passe le contrat et comment il évolue et vous permettre de comprendre pourquoi on ne peut pas agir sur la prime. Donc vous allez signer le contrat. Vous allez nous l'envoyer au CFA, donc j'espère que c'est déjà fait, puisqu'on est quand même loin de la rentrée, mais bon, ça ne change jamais. Nous, le CFA va traiter ce contrat, puis le transmettre à l'OPCO, qui à son tour va lui-même le traiter. L'OPCO reçoit les contrats de toute la France, donc il n'attend pas forcément après nous. L'OPCO une fois qu'il aura traité son contrat, il va le déposer auprès du service du ministère qui est en charge d'enregistrer les contrats. Cette action-là va entraîner la transmission auprès de l'ASP, l'Agence des services et paiements. L'Agence des services et paiements est le bras armé du gouvernement, et le payeur du gouvernement. C'est eux qui ont mission de payer la plupart des aides, et notamment l'aide qui nous concerne. Précédemment, on était en système régional. Là, c'est un système national et dématérialisé, comme vous l'avez compris. Donc, votre contrat, quand il est conforme, quand tout va bien, et c'est là où c'est important de vérifier vos contrats, s'il y a des erreurs, notamment sur vos codes APE, sur le nom de votre jeune. Alors, j'ai par exemple des jeunes qui, une fois, portent 2 noms, une fois en portent 1. Pour l'ASP, si c'est pas le même nom, c'est pas la même personne. Donc, si ce contrat est déposé et transmis à l'ASP va à ce moment-là mettre en place l'aide. Et si vous voyez dans la partie jaune uniquement qu'on va commencer à s'intéresser, que votre aide va commencer à être mise en place. Donc, plus on aura pris de retard et plus ce sera compliqué. Et à ce moment-là, l'ASP va mettre en place le versement de l'aide. Si tout fonctionne correctement, ils prendront contact avec vous par mail. Et dans ces cas-là, vous toucherez mensuellement, et j'insiste là-dessus, mensuellement, après la DSN, d'où l'importance de la DSN, la déclaration sociale nominative, 1/12 de la prime prévue. Donc, si vous êtes à 5 000, vous basculez à 8 000. Vous toucherez 1/12, pardon. Oui, si votre apprenti devient mineur pendant cette première année, automatiquement, vous passerez de 1/12 de 5 000 à 1/12 de 8 000. Là où on va avoir des soucis, là où on a des soucis, c'est sur l'identité du jeune. Vérifiez bien que ça. Nous, on n'a pas le droit de demander les cartes d'identité, mais vérifiez bien, je vous dis, que le nom est écrit correctement, que c'est bien le nom complet et le même que sur les autres documents, parce que sinon, sur la carte de sécu notamment, sinon vous allez vous retrouver avec l'ASP qui va refuser de vous verser l'aide. On a également des soucis de code APE. On a parfois des entreprises qui ont plusieurs activités, des employeurs qui ont plusieurs activités et qui ont donc plusieurs codes. Et attention, le code que vous mettez sur le contrat, c'est bien sur ce code-là que vous apparaîtrez auprès de l'ASP. Et quoi qu'il en soit, c'est pas pour pas vous donner d'espoir, mais on ne peut rien faire pour votre aide. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre le numéro ASP qui est en charge de vous contacter, qui est en charge de votre dossier, pardon, c'est le 0809 549 549. Et ce sera bien les seuls interlocuteurs que vous pouvez rencontrer. On a également mis à votre disposition, je ne sais pas si on l'a déjà fait sur NetIparéo, mais on mettra aussi sur ce support, un guide qui a été créé, il a été mis sur NetIparéo. Il a été mis sur NetIparéo. Merci. Un guide qui a été créé justement par l'ASP pour faciliter la mise en place de cette aide. Donc, n'hésitez pas à le consulter. C'est parfois tardif, mais normalement, vous touchez vos aides. Ça peut prendre du temps, mais vous toucherez vos aides. Mais voilà, nous, une fois qu'on a transmis le contrat, on n'a plus la main là-dessus et surtout, on n'a aucun interlocuteur dédié à l'ASP. Nous n'avons pas de marge de manœuvre au niveau de l'ASP. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pose une question et qui est comme toi, qui n'a pas d'interlocuteur non plus, qui dit l'inscription sur SILAE a été faite début octobre et le RIB envoyé à ce moment-là. Depuis ce jour, le RIB est toujours en attente et le site de l'ASP met mon dossier en attente. Impossible de joindre quelqu'un par téléphone. Oui, voilà, c'est exactement ce que je disais, monsieur, madame, désolé. Donc, est-ce que vous consultez le guide, voir s'il y a d'autres moyens de traitement? Moi, je n'ai même pas de mail pour les contacter parce que j'ai un mail dédié pour d'autres activités sur l'ASP, mais je n'ai même pas de mail à vous transmettre. Voilà. Normalement, une fois que vous avez ouvert SILAE, ça veut dire que tout va bien pour vous. Je vous dirais qu'ils sont en fin d'année, qu'ils sont débordés. Ne perdez pas espoir. C'est pas un argument recevable, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, je n'ai pas d'intermédiaire caché auprès de l'ASP. J'entends votre mécontentement
Et on le transmet régulièrement à notre direction pour qu'ils essaient de le faire remonter dans les instances, parce que c'est vraiment une grosse difficulté qui peut, quand on parle de 8 000 € sur une année, qui peut même mettre en difficulté certaines structures. Donc, on ne le prend pas à la légère, mais on a un peu les mains liées. Autre chose ? Non. Enfin, je terminerai par là. Je voulais vous parler un peu de la rupture. Parce que, bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, déjà, je voulais faire la différence avec vous entre la signature et le début du contrat. Et je vous encourage vivement pour l'avenir. Excuse-moi. Vas-y. J'ai une question qui est arrivée. Doit-on enregistrer les salaires ou DSN sur le site de l'ASP? Ils disent de les renseigner, mais on ne trouve pas où. Ah, c'est la DSN que vous devez faire. Si vous ne faites pas la DSN, si mensuellement vous ne remplissez pas la DSN, automatiquement l'aide est suspendue, voire pas versée. Et si un jour vous aviez une DSN à 0, c'est-à-dire que votre apprenti aurait été absent tout le mois, dans ces cas-là, vous n'auriez pas le versement de l'aide ce mois-là. Mais bien sûr, vous devez faire votre DSN. Et pas sur le site de l'ASP, on ne refait pas la manip, c'est bien la DSN qui va transmettre les informations à l'ASP. Mais si l'ASP ne reçoit pas les informations mensuellement, ils stopperont ou ils ne mettront pas en place le paiement. C'est là où je vous disais qu'on a parfois des numéros d'APE, parce que si sur votre contrat, vous avez un numéro d'APE qui n'est pas le même que celui que vous utilisez pour la DSN, l'ASP ne fera jamais le lien et considérera que l'employeur A n'a pas mis en place les salaires, alors que vous, avec le numéro APE B, vous allez mettre en place les salaires. D'accord. Merci pour la réponse. Je vais me rapprocher de la MSA pour la DSN sur TESA+. OK. Donc, je reprends. J'insiste, et notamment pour l'avenir, n'hésitez pas à anticiper la signature d'un contrat. Et ça, de manière générale, ce n'est pas lié au contrat d'apprentissage. La date à laquelle vous signez votre contrat est indépendante du début du contrat d'apprentissage. Je signe un contrat au 1er décembre, je le fais pour un début, je vais vous dire, au 1er juin. J'exagère, mais volontiers. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre en place l'administratif pendant cette période. Une question ? Pardon. On va pouvoir mettre en place l'administratif sereinement pendant cette période, faire toutes les démarches, la DPAE, voilà. Donc, vous avez la date de signature et la date de début de contrat. La date de signature, on a compris, c'était surtout pour les démarches administratives et elle est importante, mais elle ne fait pas démarrer le contrat, donc il n'y a pas de début d'activité, donc on n'a pas encore mis en place, notamment la période probatoire. La période probatoire, c'est ce qu'on appelle dans d'autres types de contrats la période d'essai. Donc, cette période probatoire, elle a évolué avec le temps et c'est une période pendant laquelle vous pouvez mettre fin au contrat de manière unilatérale, c'est-à-dire sans l'accord de l'autre, sans préavis et sans motif. Voilà. Vous n'êtes pas satisfait de votre apprenti, vous le lui signifiez par écrit, bien évidemment, il contresigne et dans la journée, c'est fini. Vous mettez en place les documents sociaux, le solde de tout compte. De la même façon, il arrive le lundi matin, il vous dit finalement, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de continuer. Vous signez un document qui atteste que vous êtes tous les deux d'accord. Vous mettez les documents sociaux, le solde de tout compte et on se quitte, bons amis ou pas. Cette période probatoire, elle est de 45 jours consécutifs ou non en entreprise. Et tout est dans cette phrase. Précédemment, on avait une période probatoire de 2 mois après le début du contrat et ça posait des problèmes parce que tout dépend de comment commençait le jeune. Il était essentiellement en formation. Et on avait des patrons qui nous disaient à juste titre, comment voulez-vous que j'essaie et que j'évalue ce jeune alors que je l'ai vu une semaine? Aujourd'hui, c'est les jours où vous l'avez eu en entreprise. Donc, quand on arrive à des périodes litigieuses, à un moment litigieux où vous envisagez la rupture, souvent on m'appelle en me disant est-ce que je suis encore ou pas dans la période d'essai? Il n'y a pas de meilleure méthode, vous prenez un calendrier et vous cochez tous les jours où vous avez vu votre apprenti. Il est venu en entreprise, c'est un jour. Il était malade, c'est pas un jour. Il est allé passer un examen médical, je ne l'ai pas vu de la journée, ça ne compte pas. Et vous allez vous rendre compte que du coup, ces 45 jours consécutifs ou non en entreprise peuvent s'étaler sur une période de 3 voire 4 mois selon les périodes. Pour un peu que vous fermiez pour les vacances, pour un peu qu'il y ait eu de la maladie, une période dense en formation, parce que vous savez que dans l'année, on a des périodes plus ou moins denses en formation, quelques absences injustifiées qui pourraient expliquer pourquoi vous ne voulez pas le garder, et vous pouvez encore être dans la période d'essai. Donc, dans ces cas-là, vous devez bien évidemment formaliser votre rupture, parce que dans tous les cas, la rupture doit être faite par l'écrit,
par écrit, vous devez vous assurer que le jeune a bien réceptionné ce document, donc soit parce qu'il l'a contresigné, remis en main propre, soit parce que vous l'avez envoyé en recommandé. Vous n'oubliez jamais, à partir du moment où vous faites une rupture, d'en informer les pôles contrat et l'établissement dont vous dépendez, pour que nous, on puisse savoir comment ça se passe. Voilà. Une fois que ces 45 jours sont passés, vous êtes un peu plus lié avec votre apprenti que précédemment. Alors, ça a évolué aujourd'hui. Avant, c'était vraiment… les liens étaient bien étroits. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Vous pouvez toujours rompre d'un commun accord. C'est-à-dire que l'apprenti et vous, et ses parents, s'il est mineur, vous vous entendez pour mettre fin au contrat. C'est toujours la meilleure des solutions parce que quand il y en a un des deux qui veut se séparer, c'est difficile de pouvoir travailler ensemble. Donc, dans ces cas-là, pareil, vous rédigez un courrier commun, vous le datez et vous décidez ensemble de la date de rupture. Il n'y a pas de préavis, pas de procédure. On décide qu'on s'arrête aujourd'hui, on décide qu'on s'arrête dans 15 jours, peu importe. Ensuite, vous avez bien évidemment les documents sociaux, le solde de tout compte à mettre en place et surtout, pensez à informer l'unité de formation. Je vous fais grâce des cas douloureux que sont le décès du patron, la liquidation judiciaire, les cas aussi d'incapacité médicale. Par contre, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur la faute grave et la force majeure. Donc, désormais, on peut mettre fin au contrat, enfin, l'employeur peut mettre fin au contrat en cas de force majeure. Nous, on est situé dans le 06 et on pense forcément à la tempête Alex. Il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, ont tout perdu et n'ont pas pu faire face au maintien de leurs salariés, y compris de leurs apprentis. Donc là, on est bien d'accord sur la définition de force majeure. Maintenant, ne pas avoir un carnet de commandes plein sur 2 ans n'est pas un argument en soi de force majeure, parce qu'au moment où vous avez signé le contrat d'apprentissage, vous saviez que vous étiez engagé pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, faites attention, si vous devez en arriver là, à bien manier ce motif, parce que sinon, vous pourriez être l'objet d'un recours au prud'homme. De la même façon, vous pouvez licencier votre jeune, ou moins jeune, faut que j'arrête, parce que maintenant 30 ans, c'est plus si jeune que ça. Vous pouvez licencier votre apprenti pour une faute grave. Donc, je vous rappelle que la faute grave, c'est vous qui allez évaluer. C'est bien le patron, on revient sur le pouvoir disciplinaire, c'est bien le patron et uniquement le patron qui évalue la gravité d'une faute. Mais il y a quand même, la jurisprudence est d'accord pour l'idée que ce soit une violation des obligations du salarié qui rend impossible le maintien dans l'entreprise. Donc, il faudra quand même justifier d'une certaine gravité. Quelques retards et voire un peu de nonchalance ne suffiront pas à faire une faute grave. Donc, dans ces cas-là, en cas de faute grave qui prive d'indemnité, puisque vous êtes dans un cas de licenciement, vous devez revenir au droit commun de la sanction et vous appliquer, comme pour vos autres salariés, l'entretien préalable, les délais à respecter, les informations à transmettre. Et dans ces cas-là, vous arriverez, si vous allez au bout, à une lettre qui informe du licenciement que vous n'oublierez pas de transmettre au pôle de contrat à l'unité de formation dont vous dépendez. Enfin, le contrat peut aussi se terminer naturellement, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de l'accord que nous avions passé, l'apprenti et vous. Et dans ces cas-là, le jeune repartira dans la vie active pour poursuivra ses études ou re-signera chez vous, soit en tant que salarié lambda, soit pour une autre formation. Voilà, n'oubliez pas que comme tout salarié, il a le droit et vous lui devez le solde de tout compte et tous les documents sociaux qui lui permettront d'attester de son passage dans votre entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en ai pas, moi, de mon côté. Donc, sauf erreur de ma part, je crois que ma prestation s'arrête ici. Ah oui. Alors, pour rebondir sur tout ça et pour aborder un petit peu de pédagogie, parce que c'est vrai que souvent on entend dire, et ce qui est pas faux, que le maître d'apprentissage est le premier formateur. On va revenir un petit peu sur ce qu'on appelle l'alternance, voilà, concrètement.
Alors, l'alternance, c'est vrai qu'on est donc à cheval sur un système qu'on appelle le système UFA ou CFA, ou que les jeunes appellent l'école, mais qui n'est pas l'école, où nous sommes en fait sur ce qu'on appelle des logiques d'enseignement et on est sur de l'acquisition de savoir. Donc, c'est vraiment le rôle de l'UFA et du CFA de faire acquérir des savoirs aux jeunes. Et c'est ce qu'on appelle les apprentissages formels. Et à côté, on a ce qu'on appelle le système travail. Et là, c'est en entreprise, où on est donc là dans une logique de production, parce que mine de rien, une entreprise, elle est dans une logique de production. Et le but pour l'apprenti, c'est d'utiliser les savoirs acquis en CFA pour pouvoir les transformer après en compétences sur le terrain. Et là, c'est ce qu'on appelle les apprentissages expérientiels. On parle beaucoup de pédagogie de l'alternance. Alors, je vais essayer de vous expliquer très simplement, et ça permet aussi après d'avoir aussi un échange avec chaque UFA. Vous savez que dans chaque UFA, on a des responsables pédagogiques, il y a des coordinateurs, ça permet d'échanger un petit peu sur ce que c'est. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment la pédagogie de l'alternance, c'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente, c'est cette synchronisation qu'il y a entre l'entreprise et la partie UFA ou CFA. Et c'est vraiment un partenariat complet entre l'entreprise et le CFA, avec tous les échanges qu'il peut y avoir. Il faut que tu me suives. Ah, là, tu me suis plus. Bah, je sais pas, c'est parti. Moi, là, tu me suis plus du tout. Bah, je sais pas ce que tu as fait. Rien. Aïe, 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 aïe. On dirait qu'il ne prend plus les… Si, il prend, t'inquiète, ça va venir. Voilà. Ah bon, excuse-moi. Et voilà, je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors la pédagogie de l'alternance, c'est donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la prise en compte de l'expérience acquise en entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment une acquisition de savoir en CFA et une acquisition d'expérience en entreprise, et les deux combinés vont faire qu'après, ces jeunes vont travailler et vont réaliser et avoir des compétences. C'est ce qu'on appelle justement la transférabilité des savoirs et des compétences, c'est-à-dire comment avec tout l'environnement de travail qu'a donc notre apprenti, savoir justement comment il va pouvoir passer d'un savoir, on va dire un peu livresque qu'il va avoir, à le transformer en compétences grâce à l'utilisation de l'expérience acquise en entreprise. Et on est aussi, sur ce qu'on appelle des séquences pédagogiques aujourd'hui basées sur des situations professionnelles de travail. C'est ce qu'on appelle enseigner par situation professionnelle contextualisée. Faut savoir que tous nos référentiels aujourd'hui au ministère de l'Agriculture ont été repensés, retravaillés complètement pour être ce qu'on appelle en situation professionnelle significative. On a toujours en effet des maths, du français, de la bio, du sol, etc. Mais l'intérêt de ces situations professionnelles significatives, en fait, c'est d'avoir un maximum de contextualisation de l'apprentissage. Et ces situations professionnelles, en fait, elles représentent la compétence d'une entreprise et d'un professionnel. Ces situations, elles sont validées alors au niveau national. Quand on refait des référentiels, vous savez que, alors pour les entreprises de jardin, il y a l'UNEP qui participe, mais il y a différents syndicats professionnels qui participent à la création des référentiels. Et aujourd'hui, ces gens-là parlent en termes d'explicitation du travail pur et dur. Donc, tous ces nouveaux référentiels sont validés en fait par des professionnels et ça permet aux jeunes en fait d'être sur des cas qui sont beaucoup plus concrets. C'est aussi beaucoup plus motivant et ça leur permet de faire des liens. C'est-à-dire qu'avant, on allait avoir des cours de sol, des cours d'agro, etc. Mais ils avaient du mal à faire des liens et à comprendre un geste professionnel. Aujourd'hui, quand on voit dans le tableau, on a nos référentiels qui sont écrits en champ de compétences, qui sont écrits en SPS. Donc, on va avoir par exemple, je sais pas moi, travaux de préparation du sol. Ces travaux de préparation du sol, ça englobe tout. C'est-à-dire, oui, il y a un geste professionnel, mais il y a aussi la compréhension d'un geste. Pourquoi on laboure le sol? Pourquoi on le retourne de telle manière? Pourquoi on met tel engrais? Pourquoi on met tel amendement? Pourquoi on met tel fumure? Etc., etc. Et tout ça, ça fait appel à énormément de notions. Ça peut même faire appel à des mathématiques parce qu'il faut calculer des doses d'engrais, etc. Et en gros, tout est basé justement sur cet apprentissage par situation professionnelle qu'ils vont retrouver aussi bien au CFA,
mais qu'ils vont pouvoir après mettre en expérience aussi en entreprise. Et donc, le but, c'est aussi d'évaluer le jeune en le plaçant autant que possible dans des situations professionnelles, ce qu'on appelle révélatrices de la compétence. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop pédagogique et que c'est quand même assez clair. Vas-y. Et j'ai fini pour ma part. Merci Jean-François. Donc, moi, je vais vous parler des enquêtes de satisfaction entreprise. Il faut savoir que le CFA régional est engagé dans une démarche d'amélioration continue. Nous venons très récemment d'être certifiés par l'AFNOR sur une double certification, à la fois donc référentiel national qualité sous le label Calliope, enfin sous la certification Calliope, pardon, et par rapport au référentiel du ministère de l'Agriculture, Caliform Agri. Et ce, donc, sur l'ensemble de nos sites de formation. Donc, pour améliorer nos prestations de services, nous avons un questionnaire que nous vous adressons, dont nous allons effectivement parler. Il s'agit d'évaluer la satisfaction que vous éprouvez ou pas d'ailleurs sur les relations avec vos unités de formation respectives, vos relations avec bien évidemment les directions, les formateurs essentiellement, puis au cours des visites entre autres. Et donc, à ce titre, chaque année, à partir du mois de mars, et ce jusqu'à mai, nous allons engager vis-à-vis de vous une démarche d'enquête pour évaluer cette satisfaction. Elle se fait donc via notre portail Netipareo entreprise, et Jean-François Brice a préparé un tutoriel à ce titre pour pouvoir vous aider à le remplir. Alors, pour parler de Netipareo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Ipareo, c'est notre ERP, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale du CFA régional et de nos 14 sites de formation sur lequel en fait on a toute l'existence de l'apprenti à partir du moment où il téléphone pour avoir un renseignement jusqu'à ce qu'il sorte avec un diplôme. Ça passe par le contrat, les plannings, etc. Vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir accès à énormément d'informations sur tout le suivi de votre apprenti. Pour ceux qui ont des enfants, c'est un peu le même principe que Pronote dans l'éducation nationale. Eh ben, au CFA régional, ça s'appelle Netipareo. Et normalement, toute entreprise a des codes d'accès pour aller sur Netipareo. Ces codes d'accès, soit ils vous sont donnés par votre UFA, soit, c'est ce que je vous ai mis sur la diapo en bleu là, soit si vous l'avez pas, eh ben vous faites un mail à moi-même, donc à jean-françois-brice@educagri.fr et afin d'avoir vos codes. Vas-y Renal. Oui. Est-ce que vous pouvez voir sur Netipareo, ben, en gros vous avez toute la vie de votre apprenti. Donc, vous avez une fiche qui regroupe votre apprenti avec toutes les informations nécessaires, la fiche signalétique. Vous avez à droite, là, où on voit du rouge et du vert, toute la planification. Alors, bien évidemment, si vous avez un apprenti, 2 apprentis, 3 apprentis, bah, ça s'affiche à la suite et vous pouvez même imprimer ces plannings. Vous avez aussi toute une visibilité sur les absences quasiment au jour le jour parce qu'aujourd'hui, l'appel dans la plupart de nos sites de formation est réalisé par Ipareo. Et donc, du coup, l'appel se fait quasiment direct, ce qui fait qu'en direct, vous pouvez savoir s'ils sont absents. Vous pouvez savoir s'il y a eu, je sais pas moi, des sanctions particulières. Et vous avez aussi la partie en bas à droite, toute la partie cahier de texte. Alors ça, c'est si vous voulez suivre un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans leur déroulement pédagogique, l'acquisition on parlait tout à l'heure de compétences, donc l'acquisition de différents savoirs et savoir s'ils les ont après transformés en compétences. Donc, où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours de formation. Donc, surtout, faut pas hésiter à aller sur Netipareo. C'est vraiment, comme je dis, un peu comme Pronote pour ceux qui ont des enfants. Vous avez vraiment toute la vie de votre apprenti. Vous avez tout ce qui se passe au CFA. Vous avez aussi différents documents. Tout à l'heure, on disait, on vous a mis sur Netipareo le guide de l'apprentissage, et le guide du maître d'apprentissage. Voilà, donc vous avez la partie information sur l'apprenti, mais aussi tout ce qui gravite autour et toutes les informations nécessaires pour les maîtres d'apprentissage. Il n'y a pas de questions, je crois. Ah oui, pardon, moi je parle, mais j'ai pas lu. Non, on n'a pas de questions. Bien. Il y a des questions que sur le juridique, en fait. Il n'y a que toi qui les intéresse. Non, c'est parce que je ne suis pas assez claire. Vous êtes limpide, donc du coup, il n'y a pas besoin de poser de questions. Je sais pas. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre participation. Vous retrouverez donc ce webinaire sur notre site internet, cfarapaca.fr.
Et donc, on vous dit à bientôt parce qu'il y a d'autres sujets vraiment passionnants que nous partagerons avec vous à ce sujet sur vos apprentis, nos relations avec vous, bien évidemment, maîtres d'apprentissage. Et on vous dit à bientôt. Et encore merci pour ce temps que vous avez pu nous accorder. Et encore merci beaucoup pour cette fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.